All right. Good morning, everybody. Welcome to this session on the comprehensive response to terrorism. I'm the moderator, David Rothkopf. As you can see, we've got an unusual and distinguished panel. Nous avons ici un panel de personnalités imminentes chargées de discuter de ce sujet extrêmement important. À mon extrême droite, David Cameron, dirigeant du Parti conservateur du Royaume-Uni, Shaukat Aziz, Premier ministre du Pakistan. À ma gauche, Michael Chertoff, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur des États-Unis, et Vice DeVries, coordinateur contre le terrorisme du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles. Ce matin, nous allons échanger quelques questions pour environ 25 à 30 minutes, puis nous allons ouvrir la discussion avec l'assistance. Alors que vous écouterez la première moitié de cette séance, songez au rôle que vous allez devoir jouer. En effet, nous espérons que ce rôle sera des plus actifs. Il s'agit d'une séance qui bénéficiera de réponses et de questions brèves de façon à ce que nous puissions couvrir autant de terrain que possible. Le Forum économique mondial a préparé une étude sur les risques globaux dont je vous recommande la lecture. Le Forum a ici identifié quelques 30 domaines de risques dans le monde entier et de façon prioritaire, nous avons ici le terrorisme. D'où la raison d'être de ce panel qui joue un rôle important dans le cadre du programme. Le terrorisme signifie beaucoup de choses pour bien des gens. Si nous mettons les choses dans leur perspective, il convient de relever que même si nous menons une guerre contre le terreur depuis 5 ans, eh bien, la première guerre contre le terrorisme remonte à 25 ans, étant donné qu'à l'époque, George Bush était vice-président dans l'administration de Ronald Reagan. Donc, nous nous sommes occupés de ce genre de problème depuis plus d'une génération. L'élément intéressant tout au long de ces années est que la nature du terrorisme a changé et les causes fondamentales du terrorisme ont également changé. Donc, au début, je vous propose de voir les causes profondes, la nature du terrorisme, puis nous verrons ce que nous pouvons faire pour y porter remède, et ensuite nous passerons aux questions. Monsieur le Premier ministre, quelques personnes sont proches de l'impact du terrorisme ou de ses causes profondes. Peu de personnes le sont comme vous. Vous êtes le seul, en fait, dans ce panel qui avait pâti directement d'une attaque d'Al-Qaïda. Le Pakistan, en effet, se heurte à ce problème sur une ligne de front. La première des questions que l'on peut vous poser serait la suivante. Comment voyez-vous l'évolution des causes profondes du terrorisme alors que vous avez affaire au terrorisme au jour le jour? Merci, voilà un sujet des plus importants s'il en est, et je voudrais m'y étendre pendant quelques instants. Tout d'abord, le terrorisme n'est pas clairement compris par le plus grand nombre. Je voudrais dire quelques mots à cet égard. Tout d'abord, le terrorisme n'est pas lié à un sort, c'est un problème universel qui n'a pas de frontières. Et pour cerner le terrorisme, nous devons l'aborder sur 2 fronts. Tout d'abord, une approche de sécurité, dont des mesures préventives, etc. Et nous verrons cela plus tard. Deuxièmement, quelles sont les causes profondes? Qu'est-ce qui crée le terrorisme? Pour que les gens se font exploser, qu'est-ce qui les motive? Comment en arrive-t-il là? Et que devrions-nous faire pour surmonter ce problème? À mon sens, la cause profonde et principale du terrorisme est un sens de privation. C'est là la base. La privation se manifeste de bien des façons. La privation signifie peut-être manque de revenus, pas de voix au chapitre, pas de droits humains, absence de possibilités, et un sentiment de désespoir
en raison d'une absence de règlement de différends. Lorsque nous jetons un coup d'œil aux bases du terrorisme, eh bien, il faut tenir compte de tous ces facteurs. En matière de règlement de différends, il existe bien des domaines dans le monde, bien des secteurs qui ont des problèmes qui n'ont pas été réglés. La Palestine en est un exemple. Les autres exemples abondants, prenez l'Irak, prenez l'Afghanistan et d'autres régions du monde où les gens simplement pensent qu'ils n'ont pas de droit, qu'on ne leur donne aucun droit. Et cela conduit à des comportements extrêmes. Et dans le cas d'un comportement extrême, les gens font des choses totalement irrationnelles. Le terrorisme n'est l'ami de personne. Et laissez-moi dire d'emblée que le terrorisme n'est pas lié à un sort. L'islam, par exemple, est une religion de paix, de harmonie et de compréhension mutuelle. C'est contraire à l'islam que de créer ou que de mener des actes de terrorisme. Mais bien des parties du monde font un lien entre les deux. Nous devons aller donc profondément au cœur des choses pour voir pourquoi les gens se sentent désespérés. Une absence de revenus est une des raisons. Si vous avez des gens qui n'ont rien à manger, le ventre vide, eh bien, ils deviennent un terrain de chasse privilégié pour ceux qui veulent créer des problèmes. Dans la guerre contre le terrorisme, les principaux acteurs sont les motivateurs, ceux qui font en sorte que les gens se comportent de façon extrême. Donc nous devons mener notre guerre sur bien des fronts. Le financement du terrorisme, la conversion des gens de personnes rationnelles vers les personnalités irrationnelles en lien avec le sort, et il faut faire face au fait, en ce sens que des problèmes qui durent depuis longtemps doivent être réglés. Suite à ce qui se passe dans le monde, il existe bien des mesures sur le front de la sécurité que l'on peut prendre. Dresser le profil des gens, qui est une chose raisonnable à faire dans bien des environnements, mais cela a suscité des réactions importantes. Car les personnes normales sont traitées différemment lorsqu'elles atterrissent à un aéroport. Cela crée des problèmes supplémentaires. Il y a beaucoup de complexité, mais les causes profondes du terrorisme doivent être réglées. On ne peut pas l'éviter. Cela signifie un effort considérable pour le règlement des conflits. Si vous prenez le terrorisme dans le monde, ce n'est pas l'exclusivité de telle et telle région, de telle et telle foi, de tel et tel continent. Chaque continent a connu le terrorisme sous une forme ou sous une autre. Sans nommer qui que ce soit, sans parler de quelque région que ce soit, si vous jetez un coup d'œil autour de vous, vous constaterez que chaque fois qu'il y a un sentiment de privation, de négligence, les gens réagissent, les problèmes sont réglés, le terrorisme disparaît. Mais pour ceci, il faut une volonté pour régler ces problèmes, une volonté de faire face à l'évident. Puis, à sortir des mesures de sécurité, nous pourrons trouver des solutions durables pour surmonter cette menace face à laquelle aucun pays n'est immunisé. C'est un phénomène mondial. Il faut le voir comme un problème collectif pour nous tous. Voilà ce qui se passe. On peut en faire davantage. Peut-être que l'on peut en parler. Nous allons le faire. Monsieur Churchoff, lorsque cette fonction a été créée, j'étais frappé par le fait que cela allait inévitablement devenir l'une des fonctions les plus ingrates. Si vous travaillez bien, personne n'entend parler de vous et vos échecs seront amplifiés et dans ce cas-là, vous serez le centre de l'attention. L'un des véritables défis qui se posent dans ce contexte, eh bien, ce changement de la nature du terrorisme. Il y a deux dimensions, comme le dit le Premier ministre. D'une part, nous avons les causes fondamentales, nous parlons de profil du terrorisme. Mais est-ce que le profil ne change pas d'une façon plus complexe? Et les enjeux changent également, donc vous pouvez modifier votre ordre de grandeur en matière de frais en terrorisme, et l'impact du terrorisme amplifie votre succès relatif qui est compensé par les conséquences inhérentes à un problème. Pouvez-vous aborder ces deux éléments? Vous avez raison. Tout d'abord, voyons les enjeux, car il faut voir les dimensions de la menace. Il est difficile de discuter de ce qu'il convient de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce XXIe siècle, nous nous heurtons à la capacité d'un individu ou d'un groupe à utiliser la technologie de façon à provoquer des
destruction d'une telle ampleur inenvisageable voici un siècle. Et les choses ne font que se détériorer. Si vous prenez donc les perspectives d'un petit groupe qui fabrique une arme de destruction massive, cela peut avoir des effets catastrophiques. Si vous prenez les 11 septembre et l'ampleur des dégâts, il faut se demander si il faut recalibrer les mesures que nous prenons, étant donné que le risque d'échec s'en trouve amplifié d'autant. Toute personne rationnelle serait d'accord de faire davantage pour empêcher une bombe nucléaire d'exploser plutôt que d'empêcher une personne d'être tuée. Donc les enjeux deviennent de plus en plus élevés alors que la technologie progresse simultanément, je suis d'accord. Nous ne voulons pas être contre-productifs. Donc nous prenons une approche qui est en fait une gestion du risque. Ce n'est pas un effort d'éliminer tous les risques puisque cela relève de l'impossible. Et même si cela était possible, le coût impliqué sur le plan économique serait considérable. Mais il s'agit plutôt d'essayer d'identifier les manifestations qui auraient des conséquences importantes et concentrer notre effort pour réduire au minimum les effets de ces manifestations et en nous demandant quel est le coût que nous sommes prêts à accepter de façon à pouvoir empêcher ces conséquences considérables. Pour cela, il faut prendre certaines mesures peu populaires, sacrifier également certains éléments de nos activités économiques, mais pas trop. Et il nous faut procéder à des adaptations dans la façon dont nous concevons également nos libertés. Il s'agit de ne pas en faire trop. Vous avez abordé un certain nombre de problèmes que vous avez mentionnés au Royaume-Uni. Lorsque vous combinez les bases, les causes profondes et l'objectif qui est de limiter la menace, vous avez toute une série de problèmes quant à la nature de la société, la nature du droit, des libertés, et où il faut tirer une frontière. À votre avis, est-ce que le Royaume-Uni a trouvé le bon équilibre et est-ce que vous modifierez cet équilibre? Ce qu'il nous faut, je pense. Il nous faut une défense de liberté plus qu'un caractère autoritaire. Comme l'a dit M. Chertoff, les enjeux sont à tel point élevés que nous devons véritablement avoir les idées claires. Et le premier point est tout à fait exact. Il faut bien comprendre la nature de la menace. Le terrorisme aujourd'hui est différent par rapport à l'IRA ou les Brigades Rouges ou le groupe Baader-Meinhof. Aujourd'hui, ce terrorisme, c'est vouloir tuer autant de gens que possible de la façon la plus spectaculaire que ce soit, en utilisant quelque arme que ce soit. Et ils recherchent même à devenir martyrs. C'est un terrorisme différent, il faut bien le comprendre avant de se demander quels sont les changements à apporter. Ceci nous amène au deuxième point. Il s'agit de reconnaître qu'il faut procéder à des changements. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Pakistan en sommes conscients. Mais en faisant ces changements, nous devons obtenir un bon équilibre sans nous livrer à un autoritarisme exagéré. Il faut être fort en défendant, en combattant le terrorisme. Il faut également être fort en conservant la démocratie. Mais quoi je crois que le Premier ministre du Pakistan a raison. Bien entendu, il nous faut bien comprendre les motivations et les causes de la terreur. Mais avant cela, nous devons être clairs dans notre esprit, en ce sens que vous ne sauriez trouver une liste d'exigences pour arrêter Ben Laden. Il n'y a pas une liste d'exigences qui ferait en sorte que le terrorisme s'arrête. Cela vous amène à vous rendre compte que la réaction de sécurité doit être la première qui soit. Et en tant que gouvernement et en tant qu'opposition, nous devons cibler ce point pour commencer. Puis nous devons nous poser la question, comment assécher ce marais qui amène le recrutement du terrorisme? Et là, je suis d'accord avec le Premier ministre lorsqu'il dit qu'il existe des causes de privation matérielles et autres sources de privation. Pour ma part, je dirais que la source la plus importante pour comprendre les causes, c'est
comprendre les causes logiques. Il existe en fait une perversion de l'islam utilisée par ces terrorismes, par certains prédicateurs, par certains individus, qu'il faut bien cerner et prendre en main celle-là. Nous avons introduit une nouvelle législation antiterrorisme qui est importante, mais nous n'en faisons pas suffisamment pour bien reconnaître que des jeunes se trouvent radicalisés par des faux prophètes, si je puis dire. Dans le cas du Royaume-Uni, il conviendrait de les arrêter. La clarté de la pensée fera toute la différence entre le succès de cette entreprise et son échec. Merci beaucoup. Monsieur De Vries, alors que nous abordons ce problème, l'un des problèmes qui se pose est celui de la complexité des juridictions qui se chevauchent. Dans un même pays, vous allez du niveau local au niveau national, et dans votre cas, vous avez un grand groupe de pays. Qui plus est, vous avez des pays tels que les États-Unis et le Pakistan qui sont également impliqués, étant donné qu'il s'agit là d'une entreprise globale à certains égards. Lors d'une conférence qui discute la mondialisation, le terrorisme est une étude de cas intéressant, étant donné que vous avez toute une série d'institutions qui s'en occupent, mais aucune n'est mondiale. Elles doivent collaborer, improviser les unes avec les autres. Qu'en pensez-vous? Votre première ligne de défense est une ligne nationale. Il faut que vos institutions nationales fonctionnent, que vos instituts de maintien de l'ordre national fonctionnent. Cela signifie coopération entre tous les services, démembrer les barrières entre la police, l'espionnage, les autorités traditionnelles, les autorités fiscales, les autorités douanières, etc. Ce que l'Union européenne a fait, c'est de se lancer dans une révision entre pairs pour voir comment les pays de l'Union européenne abordent le terrorisme. Et on publie une série de coordinations pour améliorer la coordination nationale. Ainsi, des pays tels que la Belgique ont décidé de créer un centre national d'évaluation des menaces qui n'existait pas par le passé. Et en améliorant la capacité de ces fonctionnaires du maintien de l'ordre pour notamment pouvoir écouter des conversations téléphoniques. C'est ainsi que la coopération internationale peut permettre à améliorer les défenses. Si vous allez à un niveau supérieur, vous avez deux autres niveaux. D'une part, le niveau régional, où l'Union européenne a essayé de démembrer les obstacles juridiques à une coopération transfrontière. Par conséquent, nous avons aujourd'hui un millier de terroristes et autres suspects extradés au-delà des frontières à la suite d'un mandat d'arrêt européen. Le troisième niveau est celui des Nations Unies. Nous avons une institution mondiale qui sont les Nations Unies, qui a renforcé ses activités, mais davantage pourrait être fait. Les Nations Unies ont mis au point 13 législations contre notamment le financement du terrorisme. Les terroristes ont besoin d'argent, il faut leur compliquer la tâche. Nous avons une convention mondiale contre le financement du terrorisme et de nombreux pays du monde n'ont pas encore ratifié ni mis en œuvre cette convention. Et c'est là où nous pouvons tous aider. Nous-mêmes, les participants à cette conférence, pouvons faire quelque chose. Parmi ces conventions mondiales, la moitié des pays du monde n'ont pas encore ratifié cet instrument, ni mis en œuvre. Donc les membres de cette conférence pourraient aider en prenant langue avec leurs gouvernements nationaux en matière de ratification et de mise en œuvre de ces instruments mondiaux. Nous devons combattre le terrorisme au plan mondial, c'est une menace mondiale. Et il faut mettre en œuvre ces instruments mondiaux. Quelques questions. Préparez vos questions, je m'adresse à l'assistance, mais sur ce point-là, l'une des institutions mondiales les plus critiques, c'est le régime de la non-prolifération. Parce qu'il s'est passé en Iran ou en Corée du Nord et la collaboration de la Corée du Nord et l'Iran, d'après les dernières informations, ces menaces de prolifération augmentent, notamment de par le rôle joué par l'Iran en tant que sponsor mondial du terrorisme. Or, le régime de non-prolifération ne fonctionne pas.
Pour remettre les choses dans leur contexte, qu'est-ce qui est en jeu lorsque l'on parle de prolifération d'armes nucléaires? Nous avons la possibilité d'un résultat qui irait au-delà de tout ce que nous avons vécu. Lorsqu'une arme de destruction massive est entre les mains d'un groupe terroriste, vous ne pouvez pas la récupérer. Cela va transformer notre façon de vivre. Le problème n'est pas de créer de nouvelles structures bureaucratiques ou de signer de nouveaux documents ou accords, mais le problème, c'est d'avoir la volonté d'imposer des conséquences sur les acteurs d'État ou qui ne sont pas prêts à respecter les règles qui leur sont imposées. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'un test international pour savoir si nous sommes prêts à prendre les mesures qu'il faut prendre maintenant, avant que le génie ne sorte de la bouteille. On peut peut-être adapter ou changer ou argumenter sur tel et tel régime ou accord, mais au bout du compte, si ceux qui font du trafic dans ce domaine ne prennent pas notre volonté au sérieux de mettre en œuvre les règles, eh bien tous ces paperasses ne serviront à rien. Comment peut-on prendre notre volonté au sérieux si la prolifération se développe comme elle le fait? Nous nous heurtons à des problèmes en ce qui concerne les sanctions lorsque les acteurs ne respectent pas les régimes existants. Nous allons voir si les pays du monde sont prêts à faire ce qu'ils doivent faire, y compris certains sacrifices contraires à leurs intérêts, de façon à mettre en œuvre ces règles et à comprendre les conséquences s'ils ne respectent pas ces règles. À un moment donné, il faut un bâton. Sinon, tout ceci deviendra des paroles vides de sens. Monsieur le Premier ministre, suite à ce qu'a dit Monsieur De Vries, au Royaume-Uni, vous vous occupez de cette structuration, je me demande. L'on parle de scinder les institutions gouvernementales, créer de nouvelles institutions. Vous avez suivi ce qui a été fait aux États-Unis, vous avez suivi ce qui a été fait au niveau de votre gouvernement. Quelle est la meilleure des solutions nationales, à votre avis? Sénateur Schutter en a déjà parlé tout à l'heure. Son conseil était, lorsque vous avez un bon ensemble d'institutions, faites en sorte qu'elles fonctionnent, ne les changez pas. Et je crois qu'il a raison. À l'heure actuelle, au Royaume-Uni, nous discutons de la possibilité de scinder notre ministère de l'Intérieur en deux, un ministère de la Justice d'une part, un ministère des prisons et de l'immigration de l'autre part. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ce qu'il nous faut, je crois, c'est une meilleure administration, une meilleure coordination. Pour moi, cela signifie que chez vous, dans votre département de l'Intérieur, vous avez deux ministres, l'un qui se concentre sur les forces de police, la justice pénale, et l'autre qui s'occupe de terrorisme, qui est au niveau le plus élevé du gouvernement et qui pourrait être le coordonnateur en quelque sorte. Je crois que l'approche qui est de créer un département séparé pour combattre le terrorisme n'est pas la bonne solution. Si je peux faire une critique à l'égard de la façon dont le gouvernement combat le terrorisme au Royaume-Uni, je crois que l'on s'est trop concentré sur le droit et pas assez sur la bonne administration. Bien entendu, il nous faut une nouvelle législation antiterrorisme, il nous faut de nouvelles barrières. Mais loi après loi, nous ne sommes pas encore parvenus à un ciblage satisfaisant pour faire en sorte que nous ayons les bonnes ressources, les bons services et changer ce qu'il faut changer pour combattre le terrorisme, notamment un ministre du terrorisme, membre du cabinet. Donc il faut avoir un équilibre entre les lois et une administration efficace, et nous ne l'avons chez nous pas encore fait. Je vais me tourner vers vous dans une seconde. Préparez-vous, Monsieur le Premier ministre. Comme je l'ai dit au départ, aucun pays se heurte à autant de menaces de terrorisme et met autant but au terrorisme sur le plan local et global comme le Pakistan. Le citoyen moyen qui suit la guerre contre le terrorisme depuis le 11 septembre doit avoir des sentiments mitigés où qu'il se trouve dans le monde. D'une part, il y a eu des progrès évidents. Certaines attaques ont été empêchées, mais d'autres attaques sont apparues sur la scène. Oussama Bin Laden, d'une part,
n'a toujours pas été capturé. Les talibans refont surface, semble-t-il, et cela pose une menace. C'est une menace non seulement pour le Pakistan et l'Afghanistan, mais au monde entier. De l'autre côté, il y a certains succès sur le plan interne dont vous pourriez faire mention. Où en êtes-vous vis-à-vis du citoyen moyen pour contrecarrer les craintes vis-à-vis de la personne la plus recherchée du monde, tout en donnant à l'homme de la rue un certain espoir selon lequel nous faisons certains progrès? Voilà, beaucoup de questions dans cette intervention. Pour ce qui est du rôle du Pakistan vis-à-vis du terrorisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, bien entendu, nous sommes engagés à combattre ce terrorisme en raison de notre conviction selon laquelle le terrorisme n'est pas une solution à quelque différent que ce soit. C'est pourquoi j'ai parlé des causes fondamentales. En adoptant une approche de sécurité, ce qui est essentiel, et nous le faisons tous, la solution ultime ce sera trouvée lorsque nous aurons réglé les problèmes de fond. Le Pakistan, de par sa géographie, est partie prenante de tout ce problème, mais l'a également abordé de façon efficace. Lorsque vous venez au Pakistan aujourd'hui, par exemple, les hôtels sont pleins. L'économie fleurit, notre taux de croissance est de 7 à 8%. Nos lignes aériennes sont pleines et nos hôtels sont pleins d'étrangers. Donc, le pays a avancé au-delà de bien des défis qui se sont posés par le passé, comme avons-nous fait. Eh bien, nous avons adopté des décisions déterminées en ce sens que nous allons combattre cette menace de façon efficace. Lorsque l'Afghanistan est devenu turbulent, nombre de personnes ont traversé notre frontière extrêmement poreuse et nous avons reçu plus de ces gens que n'importe quel autre pays du monde, des centaines d'entre eux. Étant donné que nos services d'espionnage et de sécurité sont très efficaces, ils ne veulent pas venir chez nous. Pourquoi venir chez nous alors qu'il y a beaucoup d'autres pays où ils peuvent se cacher sans que personne les recherche? Pour ce qui est des noms que vous avez mentionnés, la vérité est que personne ne sait où ils se trouvent. Si l'on savait où ils se trouvaient, eh bien le monde les pourchasserait. Dans le cas du Pakistan, chaque pays, comme vous le savez, a sa propre façon d'agir. Chez nous, nous avons créé plusieurs organisations que nous avons réunies de façon à créer une synergie pour combattre ce terrorisme. Et nous estimons que nous avons bien fait dans un certain sens, puisque nous avons enregistré des succès. Le nombre d'incidents a diminué, le flux de personnes a diminué, étant donné que les terroristes savent que s'ils traversent la frontière, ils seront pris. Ceci étant posé. Pourquoi est-ce que les terroristes se créent, mettons en Afghanistan, puisque vous avez parlé des talibans? Le Pakistan estime que la solution réside en Afghanistan. Si là-bas les gens ont des revenus, s'ils ont une raison de vivre, s'ils ont un espoir d'un avenir meilleur, si la production de drogue est stoppée, nous n'avons pas parlé de financement, mais le nœud de la production du terrorisme et de la création de drogue, c'est quelque chose de très dangereux. C'est cela que nous constatons en Afghanistan. L'Afghanistan est le plus grand fournisseur de drogue de l'Europe. Et tout cet argent va bien quelque part. Cet argent rentre dans le système et est utilisé pour des activités qui portent préjudice au pays et au reste du monde. Donc, nous devons aborder chaque problème de façon disciplinée. Et voilà précisément ce qu'a fait le Pakistan. Le Pakistan a réussi à gérer cette menace, étant donné que nous sommes déterminés. Nous avons un leadership, notre président et le Premier ministre et le gouvernement sont très engagés à combattre le terrorisme. Il n'y a pas de si et de mais chez nous, étant donné que nous avons le sentiment que c'est une menace qui pèse non seulement sur le Pakistan, mais sur le monde entier. Nous avons collaboré avec un nombre de pays, nous avons des liens de collaboration étroites, étant donné, comme vous l'avez dit en passant, c'est un problème transfrontière. Personne ne peut construire une forteresse dans son pays dans l'espoir qu'elle ne sera jamais détruite. Donc nous devons échanger des renseignements. On ne peut pas attendre le week-end, nous devons faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les terroristes n'attendent pas, tout ceci a été fait.
afin de mieux combattre cette menace. Que veut le Pakistan? Dans notre voisinage, nous voulons, par exemple, un Afghanistan progressif, sûr et progressiste. Cela est dans notre intérêt. Nous avons 17 milles de frontières. D'où le problème. Nous avons du terrorisme dans le Moyen-Orient, j'ai parlé de l'Irak, de la Palestine, le Liban aussi, si vous voulez. Et il nous faut voir le pourquoi de tout ceci. Poser des problèmes sur table, réunir les parties prenantes, car si vous prenez uniquement l'approche sécuritaire, eh bien vous aurez certes des résultats, mais ils ne seront pas durables. Et c'est là le principal message que nous voulons expliquer au monde. Il faut travailler dans un sens et dans l'autre. La sécurité, certes, doit être des plus modernes qui soient. Et dans tous les cas où les terroristes ont été attrapés, la technologie a joué un grand rôle. Nous devons investir dans les meilleures technologies qui soient et l'utiliser. Et enfin, pour ce qui est des causes profondes et les règlements des différends, le monde doit avancer plus rapidement. Il s'agit de problèmes complexes, nous le savons. Mais demain, si l'Afghanistan et ses problèmes sont réglés, nous en profiterons. Même aujourd'hui, de par l'amélioration de l'économie de l'Afghanistan, les choses s'amélioreront. Nous avons donc un intérêt évident. Nous allons collaborer étroitement avec eux et avec tous ceux qui combattent cette menace, étant donné qu'ainsi nous nous aidons et nous aidons le monde. Merci beaucoup. Je passe aux questions de l'assistance. Voilà la première question. Il y en a d'autres. Please give your name. Je vous prie de bien vouloir décliner votre nom et de poser une question le plus brièvement possible, après quoi nous aurons 2 réponses et nous passerons à la prochaine question. Bien, nous avons été impliqués dans le déploiement d'une base de données de 10 millions de personnes. 120 000 personnes ont été arrêtées et déportées, mais quel est le rôle de la technologie et de la biométrique dans la lutte contre le terrorisme et dans quelle est l'action des différents gouvernements en la matière? Bien, alors passons à quelques brèves réponses. Monsieur De Vries, je commencerai par vous. La technique biométrique a un rôle à jouer qui est important. Par exemple, rendre nos passeports plus sûrs, passer de l'ancienne génération de passeports où les photos sont collées, c'est-à-dire où on peut les falsifier très facilement. Une méthode qui a donné lieu à une industrie carrément de la fausse identité, donc passer à des passeports biométriques. Déjà dans l'Union européenne, nous sommes en train de commencer à inclure le scanning du visage, les empreintes digitales, enfin tout ce qui concerne la biométrie. Et je pense qu'ainsi, il sera de plus en plus difficile de présenter une fausse identité et un faux passeport. Alors, nous voulons élargir un petit peu la question et aller un peu plus loin que les passeports. Ce qui est essentiel, c'est de créer une base de données globale concernant les passeports perdus qui circulent dans le monde. Interpol a déjà une telle base de données et il va falloir que nous alimentions cette base de données. L'Union européenne et les États-Unis ont déjà décidé ensemble d'aider Interpol à créer cette base de données. Et bien sûr, beaucoup d'autres pays vont suivre, après quoi il faut que vous permettiez à vos forces de police d'avoir accès à cette base de données, ainsi que vos autorités frontalières, afin qu'ils puissent vraiment protéger les pays. Oui, je crois que la biométrie peut jouer un rôle important. Bon, il y a la question de la vie privée, de la protection de la vie privée. Comme l'a dit David Cameron, il est important de préserver les libertés civiles dans la lutte contre le terrorisme. C'est quelque chose qui est un peu plus large que les questions des droits de l'homme, mais c'est une question à laquelle nous devrons répondre positivement si nous voulons avoir du succès. Mais la biométrie est effectivement une composante clé de ce que nous cherchons à faire. Bien, il y a ici un outil très important que nous avons, qui est celui des empreintes digitales. Et nous passons maintenant à un régime où non seulement nous utilisons les empreintes digitales de quelqu'un qui est connu comme terroriste, mais où nous utilisons les empreintes digitales de quelqu'un qui n'est pas connu encore. Pensez par exemple à la lutte contre le crime par des moyens légaux. Les gens laissent des empreintes digitales sur la scène du crime, mais ils les laissent aussi dans
dans des camps d'entraînement et dans des prisons. Nous collectons les empreintes digitales. Nous utilisons d'ailleurs également celles de personnes qui traversent nos frontières et nous pouvons ensuite comparer ces données avec des personnes qui circulent librement mais qui ont été formées dans un camp d'entraînement ou qui ont construit des bombes, etc. Donc tout cela va permettre d'améliorer va augmenter les difficultés pour les terroristes qui voyagent dans le monde. Oui, autre chose, oui, le Pakistan a fait 4 choses et je vais vous les mentionner. Tout d'abord, nous avons changé nos passeports. Nous avons maintenant des passeports qui sont lisibles par des machines. C'est déjà un changement important. Et nous avons installé un système d'immigration centralisé, automatisé, qui recouvre tous les systèmes importants. Ensuite, nous avons des données sur 50 millions de personnes. Nous avons un système qui identifie chacun. Nous avons une base de données centrale très efficace, très utile lorsque nous enquêtons. Troisièmement, pour les réfugiés afghans, nous en avons 3 millions, je vous le rappelle. Nous leur donnons des cartes biométriques afin qu'ils soient identifiés. Et petit à petit, nous espérons qu'ils repartiront. Ensuite, nous avons aussi, nous sommes en train de présenter des cartes biométriques pour les locaux qui vivent dans la zone frontalière et qui voyagent sans cesse entre le Pakistan et l'Afghanistan ou vers d'autres pays frontaliers du Pakistan. Ensuite, ce qui est très crucial, c'est pour qu'il y ait de la sécurité et des renseignements, il nous faut des méthodes appropriées pour intercepter les conversations. Nous avons beaucoup de machines et de logiciels qui nous permettent de vraiment contrôler ce qui doit être contrôlé, bien sûr, toujours en respectant les lois du pays. J'ajoute un avertissement. Il est clair que la technologie a son rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit la télévision ou autre chose, mais nous devons être très prudents. Il ne faut pas croire qu'il y a une seule solution technologique à cela. Par exemple, notre gouvernement envisage une base de données nationale pour l'identité de ses citoyens et cela va impliquer énormément d'informations sur tous les citoyens. Si vous utilisez une base de données pour tous les individus, le risque d'une corruption de cette base de données est très élevé parce que vous mettez tous vos œufs de renseignements dans le même panier de renseignements nationaux. Donc il faut en tenir compte. Et puis, même s'il y a énormément de choses que nous pouvons faire sur le plan technologique, il ne faut pas oublier les choses simples que nous ne faisons pas. Par exemple, en Grande-Bretagne, nous n'avons pas encore de contrôle sur les personnes qui quittent notre pays. Et pourtant, ce serait simple et ça ferait une grande différence. C'est peut-être un petit peu le rapport sur les minorités dont comme le dit le film Minority Report, cela pourrait être également intéressant dans ce sens-là. Bien, il nous reste environ 20 minutes. Question rapide, réponse rapide. Je suis journaliste en Égypte. Vous avez dit que vous avez parlé de politique de non-prolifération, mais vous n'avez pas parlé d'Israël. Israël a admis qu'il avait la puissance nucléaire. Il n'a pas signé le traité de non-prolifération. Ne pensez-vous pas que les 2 poids 2 mesures des États-Unis dans cette région est l'une des causes principales du terrorisme? Bon, il est très difficile de trouver les causes individuelles du terrorisme. Et parfois, les terroristes saisissent des aspects politiques pour trouver une rationalité au terrorisme. Prenez Bin Laden. Il est arrivé tardivement dans le cadre des problèmes du Moyen-Orient. Si vous revenez aux années 90, Bin Laden essayait de ne pas trouver de côté rationnel à ce qu'il fait. Son idéologie, c'est une idéologie
qui ramènerait tout le Moyen-Orient au XIIe siècle environ, avec des gouvernements autocrates. Pour moi, la question numéro 1 en non-prolifération, c'est celle de savoir si nous sommes préoccupés par le fait que les groupes terroristes vont utiliser des armes de destruction massive le jour où ils mettront la main sur ces armes, parce qu'ils ne seront pas contraints par des règles internationales ou le droit international ou la dissuasion, ou même par le bon sens. Les gens qui se font sauter eux-mêmes ne peuvent pas être raisonnés, ne peuvent pas être dissuadés, alors que c'est le cas lorsque nous traitons avec des États qui même agissent de manière plus rationnelle. Donc il y a plusieurs avis sur l'état de la technologie, sur l'utilisation de la technologie. Nous sommes là où nous sommes et le problème c'est qu'il faut que ces armes soient surtout hors de portée de ceux qui pourraient les utiliser à mauvais escient. Oui, il y a une autre manière de dire la chose. L'ancienne doctrine de la dissuasion ne peut fonctionner que s'il s'agit d'États. Vous avez la parole, monsieur. Joe Nye de l'Université de Harvard. Alors que nous luttons contre le terrorisme, il faut que nous utilisions la police et les renseignements, qui est le pouvoir dur et le pouvoir qui consiste à convaincre les esprits afin qu'il n'y ait pas de recrutement. Or, les mots que nous utilisons nous empêchent de prévenir de nouveaux recrutements. C'est ce qui a été dit dans une étude, notamment, on ne devrait plus maintenant, sur le plan britannique, utiliser le mot lutte contre le terrorisme, guerre contre le terrorisme, parce qu'en utilisant le mot guerre, nous utilisons la même rhétorique que les terroristes et nous leur faisons penser qu'ils sont des héros d'une guerre. Je voudrais savoir si cette position est également partagée par M. Cameron et je voudrais savoir aussi si la position britannique est partagée. And of course, gentlemen, I want to caution you that you're being asked about terminology and with regard to soft power posé la question de la terminologie et de la conviction. Mais c'est celui qui a inventé le mot soft power qui vous pose la question. Oui, je suis d'accord avec la position du Foreign Office. En effet, nous sommes devant une situation mondiale. Oui, cette situation exige une coordination massive. Oui, il s'agit d'une lutte. Oui, parfois il va falloir les forces armées et la force militaire, mais il faut que nous fassions très attention. Il ne faut pas lier tous les éléments du conflit et des problèmes dans le monde et aider ainsi Osama Bin Laden à obtenir davantage de recrues et d'adeptes. Et si nous ne sommes pas prudents, nous allons tomber dans ce piège. Ce qu'il faut, c'est briser tous les conflits qui permettent d'obtenir des terrorismes, de recruter des terroristes. Oui, il faut traiter le problème israélo-palestinien. Oui, il faut traiter les autres aspects qui font qu'il y a des douleurs et de la souffrance dans les communautés musulmanes du monde. Mais nous ne pouvons pas tout lier comme le veut que nous le fassions Bin Laden. Donc c'est ainsi que nous devons agir. Il faut essayer de ne pas combiner la force dure, la force militaire et la force de persuasion. Bien sûr, c'est difficile, mais il faut que nous fassions très attention. Bien, M. Cherkov, vous pouvez peut-être répondre à la provocation et à cette division que quelqu'un essaye d'installer. Bon, nous avons eu une magnifique relation avec les Britanniques, notamment, je le rappelle, en août dernier, c'était vraiment extraordinaire comme coopération. Et le texte semble être de plus en plus, le texte à adopter semble être de plus en plus difficile. Et il y a aussi le problème des attaques terroristes. Nous sommes face à une idéologie. Now, how we describe that ideology is tricky because I think we all recognize, and I'm not Muslim, but I accept that Islam is a peaceful religion. Je ne suis pas musulman, d'accord, j'accepte que l'islam est une religion qui ne veut pas tuer, une religion de paix. Alors il y a beaucoup de gens qui invoquent l'islam et qui en font une idéologie militante, mais franchement ce que nous devons faire, c'est travailler avec les membres modérés de la communauté pour mieux comprendre comment ils veulent décrire cette idéologie, afin que nous puissions être plus précis dans la manière dont nous la traitons.
Il y a plusieurs termes que nous devons utiliser avec la plus grande prudence. Par exemple, terrorisme islamique. Il n'y a pas de notion de terrorisme islamique, car il n'y a pas de terrorisme dans l'islam, comme l'a dit très bien Monsieur le Premier ministre. C'est très important de souligner cela. Autre question, y a-t-il une guerre contre le terrorisme ou non? Alors, faisons très attention au cadre que nous utilisons lorsque nous luttons contre le terrorisme. Si nous voulons gagner les esprits et les cœurs à long terme, nous devons partir de principes communs, des principes qui sont partagés par les musulmans et les non-musulmans. Ces principes doivent être respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits de l'homme qui s'y trouvent consacrés. Cela signifie que tout n'est pas autorisé dans la lutte contre le terrorisme. La notion d'une guerre pourrait créer un cadre conceptuel dans lequel nous pensons que tout est permis, en tout cas que davantage est permis qu'il ne serait sage si nous voulons gagner les esprits et les cœurs. Par exemple, la détention sans accusation, sans procès, les prisons secrètes ne devraient pas être acceptées. Donc, menons cette lutte dans les limites des droits de l'homme, parce qu'à long terme, ce sera la seule manière de gagner. Do you want to comment on this? I heard you nodding and oui, je vous ai vu que vous étiez tout à fait passionné par ce qui vient d'être dit. Bon, j'aimerais simplement souligner qu'il n'y a pas de problème de définition entre le gouvernement de David, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Non, le réel problème, c'est que le terroriste moyen recruté par Bin Laden n'a pas lu la déclaration du Commonwealth ou du Foreign Office sur le terrorisme. Franchement, ils sont quelque part dans un lieu loin de tout, on leur fait un lavage de cerveau et ils ne lisent rien, ils ne savent rien. Mesdames et messieurs, soyons réalistes. Le véritable problème, c'est que quand les gens sont recrutés, qu'on les appelle A et B ou C, c'est très joli ici, mais là où les choses sont terre à terre, là où les choses se passent vraiment, c'est lors du recrutement. Ils disent, nous sommes privés, nous sommes opprimés, les générations ont été maltraitées, joignez-vous à l'effort. Personne ne dit, il y a eu une déclaration du Foreign Office de Grande-Bretagne, qu'en pensez-vous? Franchement, restez proche de la réalité, c'est pas possible. Ou Monsieur Nye, qui est un grand expert de l'éducation que nous respectons beaucoup. Voilà. Très bien, restons-en là pour les deux prochaines questions, la réalité. Thank you very much. Merci. To Mr. Could you identify yourself? Sorry, Hanil Banna, President of Islamic Leaf Hanil UK. Banna, je suis président du Islamic Leaf UK. Mr. Chertoff, you mentioned. Monsieur Chertoff, vous avez mentionné que les choses vont empirer. Et pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas s'améliorer après 56 ans? Autre question. Pourrons-nous voir un jour, pourrons-nous nous asseoir avec un groupe terroriste à la même table pour discuter au lieu d'avoir une guerre? Autre chose, je suis musulman britannique, Monsieur Cameron. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le terrorisme de l'IRA et le terrorisme de l'Al-Qaïda, parce que les deux terrorismes tuent sans aucune discrimination. À Brighton, il y a eu un attentat qui a presque tué Madame Thatcher, il y a eu Birmingham, il y a eu énormément d'attaques qui ont tué des personnes innocentes. Et il y a aussi eu l'attentat de l'ETA en Espagne, encore le mois dernier. Alors franchement, il n'y a pas grande différence entre le terrorisme et les groupes terroristes. Et je n'aimerais pas, à la fin de cette réunion, que l'on associe le terrorisme à une seule religion, c'est-à-dire à l'islam. Cela va amener davantage de haine. Monsieur De Vries, je suis d'ailleurs
of just making it clear. This is our Je stand in voudrais the que tout European soit très Union. clair. But actually, terrorism does Le not have a country, terrorisme does not n'a have a pas un religion, does pays, not n'a have pas a une race. Thank you. religion, n'a pas Okay, une race. thank you. Merci. And let's get brief answers there, and then we've got so many questions here. I'd like to make sure we've only got 7 minutes to go. Il ne nous reste que 7 minutes. Go ahead. I'll answer the first question first. Je vais répondre à la What I said I première thought was gonna question. get worse was the J'ai dit que les choses allaient technology, which is gonna empirer. give, C'est parce leverage que to la people, technologie va donner un access pouvoir to the à market of certaines technology. I personnes. mean, it's C'est tout simplement we have ainsi. nuclear weapons, we have, Nous avons des armes biological nucléaires, things nous that didn't exist avons 100 years des ago. armes biologiques, tout cela You n'existait know, pas I'm il y going to take a a leaf 100 out of ans. what the Prime Minister said. Let's get real and have reality. Alors, soyons Bin réels Laden has et told soyons us proches what de la his demands réalité. are, which are Bin basically Laden the nous a dit quelles étaient ses defeat of the demandes, West. c'est-à-dire This il is faut not a que case where l'Occident we don't soit even have to get défait. to the question Et nous of n'avons même pas besoin dealing de with nous the poser la circumstance question where si nous someone voulons says, well, traiter la I circonstance have some comme concrete si things I quelqu'un want you to do. I've dirait, got a voilà, particular grievance. disait, voilà, His j'ai, grievance is an nous existential avons grievance. certaines He plaintes, told us certains that he problèmes, wants nous to go voulons back que to les choses the s'arrangent. 12th Non, lui, il century. nous a dit, il veut qu'on So I don't revienne au think there's an XIIe issue siècle, c'est tout. of Donc il discussion n'y a pas de with discussion Al-Qaeda avec and Al-Qaïda et avec Bin Bin Laden, as the Laden. Prime Minister Et says, comme l'a dit le Premier ministre, not to be a real issue. ce n'est pas une véritable, c'est pas quelque chose qui est réel. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment la grande différence entre l'IRA et Al-Qaïda. Bin Laden a des exigences qui visent à revenir à un califat du Moyen-Âge. Même si tous les Israéliens étaient noyés dans la Méditerranée, ils ne seraient pas contents. Alors, je ne minimise absolument pas ce qu'a fait l'IRA. Ils ont commis des atrocités épouvantables en Irlande, au Royaume-Uni, partout. Chacun, chez nous, a des amis qu'il aimait et qu'il estimait, et moi-même d'ailleurs aussi. Et nous avons tous quelqu'un qui est mort ou qui a été mutilé par le terrorisme. Mais il y a une différence de degré entre le terrorisme de l'IRA et ce qui se passe maintenant. La différence venant parce qu'il y a les attentats suicides. Des gens se munissent de bombes sur eux-mêmes, montent dans un métro et tuent 52 personnes en se tuant eux-mêmes. Voilà le type de terroriste auquel nous nous trouvons confrontés et nous trahirions notre population si nous n'admettions pas cela. Mais comme je l'ai dit, nous devons être durs et forts contre le terrorisme, mais aussi dur et fort lorsqu'il s'agit de défendre les libertés individuelles et notre manière de vivre. Mais l'IRA et Al-Qaïda sont deux choses différentes. Il faut le reconnaître. Voulez-vous dire quelque chose, Monsieur le Premier ministre? Oui, brièvement, pour attirer l'attention de l'audience sur une dimension sur laquelle nous ne nous sommes pas concentrés. Que faisons-nous? Ou est-ce que nous travaillons assez pour réduire le désespoir que ressentent les gens qu'ils sont recrutés par ces groupes? Est-ce qu'on pourrait leur donner davantage d'espoir sur le plan économique? Parce que si vous avez une vie prospère, si vous avez un avenir, la probabilité de vous faire recruter et de tomber dans ce piège sera réduite. Je ne dis pas qu'elle aura disparu, mais elle sera réduite. Pour le moment, le monde ne se concentre pas suffisamment sur l'espoir qu'il faut donner aux gens. Est-ce qu'il s'agit de communautés marginalisées? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui n'ont pas d'avenir? Il y a un problème qui est les discussions politiques. L'autre problème, c'est de promettre une vie meilleure aux gens. Nous, au Pakistan, nous avons bénéficié d'une meilleure économie, de meilleures perspectives pour les gens, mais prenez d'autres pays. Ils n'ont rien à faire, ils ne savent pas où aller. Ils ont donc un désespoir qui les tenaille quotidiennement et ils deviennent un terrain fertile pour tous ces gens dont l'activité principale est de se faire sauter en tuant d'autres personnes. Voilà ce que je voudrais savoir. Oui, bien sûr. Le thème du gala de clôture est choisi par la Malaisie. Et la Malaisie a obtenu du travail, a permis d'évoluer à sa population. Et cela se perd parfois, justement. Une dame a été très patiente. Vous aurez la dernière question.
Merci beaucoup. Je m'appelle Irene Khan, je dirige Amnesty International. Je ne puis qu'applaudir ce qu'ont dit les conférenciers sur le fait qu'il ne faut pas sacrifier les droits de l'homme au terrorisme. Par contre, je reprendrai ce qu'a dit M. Aziz et je dirais moi aussi qu'il faut voir la réalité. La réalité, c'est que le Pakistan, le Royaume-Uni, l'Union européenne, les États-Unis, tous activement, en cherchant à lutter contre le terrorisme, ont permis aux normes des droits de l'homme d'être érodées, même en ce qui concerne la torture, les prisons secrètes, etc. Et ma question que je pose à tous les conférenciers est la suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que le fait de saper les principes de justice et de droits de l'homme au nom du contre-terrorisme, ne pensez-vous pas que cela puisse alimenter le brasier du terrorisme, surtout lorsque celui-ci s'adresse à des communautés particulières, plutôt que justement essayer d'étouffer la flamme du terrorisme? Ce sera la dernière question et nous aurons la dernière réponse. Nous commençons par M. De Vries. C'est votre dernière possibilité de faire un commentaire. Dans 3 minutes, nous devons mettre fin à ce débat. Oui, je suis d'accord avec Mme Khan. Il est essentiel de nous en tenir aux principes fondamentaux que nous avons promis de défendre. Il y a là quelques limites qu'il ne faut pas dépasser. La torture doit être interdite. Elle est illégale en tout temps, que ce soit en paix ou en guerre. On ne peut pas permettre un petit peu de torture. Non, jamais de torture. Et donc, il faut aussi s'en tenir au principe du non-refoulement. Ne pas renvoyer les gens dans des pays où ils risquent d'être torturés. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs donné des directives à cet égard. Les États membres de l'Union européenne devraient s'en tenir à ces directives. Deuxièmement, soyons très prudents lorsqu'il s'agit de liberté d'expression. Nombreux sont les pays du monde où il peut être déclaré que les droits des opposants pacifiques ont été violés en invoquant des arguments de lutte antiterroriste, car cela augmente le sens de l'aliénation, le sentiment d'impuissance, et qui fait que l'on tombe dans les bras du terrorisme. Permettons la liberté d'expression. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est par contre d'inciter à la violence. L'incitation à la violence n'est plus de la liberté d'expression, c'est illégal. Oui, c'est un immense problème, mais malheureusement nous n'avons que 3 minutes. Bon, je suis d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas sacrifier les droits de l'homme, et je crois aussi qu'il est important de ne pas penser que tout ce qui se passe est catastrophique et tout est une violation des droits de l'homme. Soyons très précis sur ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas. Et parfois, nous pouvons effectivement considérer des faits qui pourraient être simplement une petite dérogation et qui ne sont pas une trahison totale des droits de l'homme. Il est aussi important de considérer les différences juridiques entre les pays. Ce que nous considérons comme plus important, comme moins important, par exemple les Américains ont des procès avec un jury. Ce n'est pas le cas des pays en Europe. Ce n'est pas fondamental. Alors, l'impact sur le terrorisme, c'est effectivement que je suis d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas discriminer sur la base de la religion et de l'ethnie. Ça, c'est tout à fait clair. Mais lorsque nous parlons de la séparation entre pays, entre personnes qui menacent et personnes qui ne sont pas menaçantes, il faut nous fonder sur le comportement et les outils dont nous avons besoin pour l'identification du comportement sont des outils précis. Lorsqu'on nous dit qu'il faut nous fonder sur le comportement, on nous dit aussi que le renseignement, c'est une invasion de la vie privée. Or, il faut que nous trouvions une méthode durable, une approche durable. Nous ne pouvons pas simplement considérer que toute mesure pour la sécurité est une violation des droits de l'homme. Bien, je dirais tout d'abord que pour ce qui est de Mme Khan,
Il va sans dire que les droits de l'homme doivent être respectés. Dans notre cas, nous avons adopté une législation pour que le terrorisme puisse être convenablement limité dans le cadre des droits fondamentaux. Nous avons énormément de journaux. Nous avons une presse très libre. Nous avons 50 canaux de télévision. La presse écrite est d'ailleurs représentée ici aujourd'hui et c'est vraiment très important. Pour ce qui est du judiciaire, nous avons également le privilège d'avoir un pouvoir judiciaire indépendant et si on constate que les lois ont été violées, le pouvoir judiciaire est très sévère. Et en fin de compte, je dirais que le problème du terrorisme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est pas lié à la géographie ou à une foi quelconque. C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit peut s'infiltrer dans toute société. Ce que nous devons, c'est convaincre le cœur et l'esprit des gens. Et c'est beaucoup plus complexe que la question de la sécurité. Gagner le cœur et les esprits des gens. Clear vision of how this has to be handled, and definitely in this we have to understand the root causes. Il faut mieux comprendre les causes de tout ce qui se passe. Donc nous devons agir collectivement, mais nous devons aussi nous souvenir que si nous n'attaquons pas les raisons fondamentales de ce comportement, nous serons toujours vulnérables et cela se reproduira. On peut lutter, mais pour cela il faut travailler ensemble et cela sur plusieurs fronts. Bien sûr, nous devons défendre les libertés fondamentales, c'est tout à fait normal. Cependant, il y a des domaines où, pour gagner la bataille contre le terrorisme, il faut trouver un équilibre. Pendant combien de temps peut-on détenir un suspect avant de le présenter devant un tribunal? Nous avons eu un long débat en Grande-Bretagne, on est passé maintenant de 14 à 28 jours. Il y a des contrôles très stricts, bien sûr, mais lorsque vous essayez de trouver la solution d'un complot très complexe et lorsque vous voulez notamment vaincre des problèmes d'attentat suicide, il faut permettre de petites dérogations, par exemple une détention un peu plus longue. Il ne faut pas, certes, renvoyer des gens dans des pays où ils peuvent être torturés, mais si nous considérons ce qui se passe vraiment et comment nos tribunaux interprètent la Convention européenne des droits de l'homme, il y a 10 ans, lorsque nous avions bien sûr des droits de l'homme, mais le secrétaire à l'intérieur pouvait encore se demander quel était le risque pour la Grande-Bretagne si cette personne restait et quel était le risque pour la Grande-Bretagne si cette personne était renvoyée dans son pays d'origine. Il pouvait faire l'équilibre entre les différents dangers. Aujourd'hui, à cause de la jurisprudence, on ne peut même plus tenir compte de l'intérêt du pays. Donc ce que nous devons faire en Grande-Bretagne, c'est adopter toute une série de mesures et faire en sorte que l'on puisse ensuite avoir ces dérogations grâce à toutes ces lois qu'il faut d'abord adopter. Donc c'est très long. Donc pourquoi ne pas adopter le bon sens, utiliser le bon sens tout simplement? Bon, justement, cette dernière question souligne encore la complexité des questions qui sont liées au terrorisme. Et je dirais que dans les débats d'aujourd'hui, nous avons souligné que non seulement il s'agit d'une question très vaste et très complexe, mais que cette question sera encore parmi nous pendant très longtemps et que ce forum est très utile à cette fin parce que cela permet de dire les choses clairement et je me réjouis de vous voir participer ultérieurement à ce forum. Merci d'applaudir cet excellent groupe et cette excellente discussion très vivante.